Bonjour, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de la cotation de Porsche qui est indiscutablement un succès. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour David. C'est l'une des rares introductions en bourse cette année, rare qui a fonctionné, qui est un succès. Et là, il n'y a pas de doute là-dessus, sur la partie, on va dire, succès financier oui et non, je rappelle qu'au moment où elle a été décidée... 80 milliards de dollars de Je rappelle qu'au moment où elle a été décidée, on parlait de 1000 milliards. Donc, elle a virtuellement perdu déjà 20 milliards entre les deux. C'est-à-dire entre l'année dernière et cette année. Pas 1000, 100 milliards. Pour le coup, parce qu'on a 80. Milliards, oui. Pardon. Mais quand même, voilà. Non, c'était... Oui, en dépit de la morosité ambiante, encore une fois, des bourses, on a vu un appétit fort de la part des investisseurs, Anne-Catherine. Comment on l'explique ? Personne n'a voulu des IPO et celle-là a suscité un fort Ce qui est intéressant, c'est de la resituer dans la démarche de Volkswagen. C'est-à-dire que l'obsession du dirigeant qui vient d'ailleurs d'être débarqué, c'était de faire de son groupe, de créer un rival à Tesla. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir en tête que aux plus grandes heures, la capitalisation de Tesla, c'était celle des 9 principaux constructeurs ensemble. Et donc effectivement, le sujet de Volkswagen, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en face de ça pour expliquer qu'on reste non seulement un leader de l'automobile, mais de l'automobile de demain, avec son électronique embarquée et avec son image de luxe. Et la pub de Porsche, par exemple, est en partenariat avec les danseurs du New York Ballet, et on achète le luxe, la volupté, les danseurs. La réalité des choses, c'est que quand même, par exemple, une Porsche Cayenne, c'est 283 CO2. Ce qui est quand même le double de la voiture de base et surtout le triple de ce qu'il faudrait. Donc on a une problématique paradoxale, c'est qu'effectivement en termes de stratégie de faire les constructeurs des valeurs de la tech et de rivaliser avec Tesla, le choix de Porsche, ça a été de se dire on a une marque qui peut être crédible pour être cette alternative à Tesla positionnée comme voiture de luxe. Le sujet, c'est jusqu'où c'est crédible. Alors en termes environnementaux, il faut se rappeler que Tesla... Oui, a beaucoup servi à faire la promotion de la voiture électrique, qui est en train en fait de devenir une voiture extrêmement bien vendue. En revanche, la notation ESG Tesla est loin d'être bonne pour les raisons de gouvernance liées à son dirigeant, pour des raisons sociales aussi. Les gens ne sont pas forcément très bien traités dans les factories de Tesla. Et finalement, sur un point ESG, elles ont des notes comparables, Porsche et Tesla. La question, c'est comment effectivement, aujourd'hui, des voitures de luxe qui sont complètement associé aux émissions massives, à la très grande vitesse, au luxe qui est par définition en général pas du tout lié à la sobriété. Donc tout ça crée un combo, on pourrait dire, qui est un petit peu inquiétant d'un point de vue ESG. Ça pose donc un cas de conscience aux investisseurs qui se veulent respecter ces critères ESG, qui se veulent socialement responsables. Ou alors tout ça a été écrasé par la marque Porsche et le succès, encore une fois, de cette opération. Alors aujourd'hui, on parle déjà d'une IPO très récente, donc il faudra voir ce que ça donne sur le moyen long terme. Aujourd'hui, le secteur automobile en soi ne fait pas l'objet d'exclusion, par exemple, comme les énergies fossiles, qu'on met souvent dans les Porsche. Mais en revanche, donc, il n'y a pas eu des dilemmes à proprement parler. Là où par contre ça pose un vrai problème, c'est que la logique de responsabilité d'entreprise, c'est qu'on hérite de d'où on vient. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Volkswagen et Porsche ont les mêmes dirigeants, le même dirigeant en l'occurrence. Donc ça, c'est un premier problème. Et surtout parce que finalement, dans Porsche, d'un point de vue ESG, on embarque aussi le Dieselgate. Et on embarque aussi tous les problèmes de gouvernance qui ont abouti au Dieselgate, qui a quand même coûté plus de 30 milliards à Volkswagen. Donc l'idée qu'il suffirait de mettre une IPO en séparant les activités, en créant une marque qui n'embarque pas tout ce problème, parce que qu'est-ce qu'il y a dans le Dieselgate ? Il y a le fait de ce que ça a coûté, alors en termes boursiers, quand le Dieselgate a éclaté, Volkswagen a perdu 60% de sa valeur quasiment instantanément. Donc le succès... Ça reste un des premiers constructeurs mondiaux, Volkswagen. Oui, non mais avec des modèles économiques et d'un point de vue ESG. C'est-à-dire si on veut investir sur les tendances de demain, on peut s'interroger sur sa capacité à garder Porsche comme valeur emblématique. Mais le vrai Porsche ou Volkswagen ? Porsche et Volkswagen, j'allais dire les deux. Et là, la stratégie de Porsche, la stratégie de Volkswagen, c'était bien effectivement de pousser Porsche comme une autre marque. Ce que je dis simplement, c'est qu'effectivement, ça n'enlève rien à ce qu'est fondamentalement le Dieselgate, c'est-à-dire une volonté de truquer
les résultats d'émissions de CO2. Et pourquoi ça pose tant de problèmes? Parce que d'abord, une firme a pu organiser le trucage, premièrement, et deuxièmement, les émissions qui étaient réellement émises, elles sont réellement émises. Donc la contribution de Volkswagen et de Porsche avec les voitures emblématiques, elle existe et elle a contribué au réchauffement climatique. Donc on a vraiment quelque chose qu'il faut regarder attentivement. Après, là, vous regardez dans le rétroviseur, on voit bien que si on regarde demain, Porsche a levé aujourd'hui 10 milliards d'euros pour financer sa transformation au tout électrique, dans laquelle on ne mettra plus d'essence. Donc, est-ce que, sur l'aspect E de ESG, sur l'environnement, est-ce que Porsche coche la case ou va pouvoir cocher la case? Il y a une dimension intéressante, puisque effectivement, ils ont ce cap électrique et ils travaillent, ils ont un modèle qui s'appelle Taycan de mémoire, qui est vraiment la quintessence, c'est pour ça que je parlais de la rivalité avec Tesla, la quintessence du voiture électrique. Bon. Dans les parties prenantes auxquelles on est censé s'adresser quand on fait de l'ESG, il y a les actionnaires, mais il y a aussi les clients. Et là, on voit bien qu'effectivement, les gens, et c'est la voiture de luxe la plus vendue, les Porsche, qui sont attachés aux Porsche, ils sont attachés à la musique du moteur. Et donc peut-être ils vont être séduits par cette électrique, mais c'est un sacré pari. Et puis, troisième dimension importante, la voiture électrique a des bénéfices énormes en termes de, évidemment, parce qu'il n'y a plus d'essence, des bénéfices énormes en termes de non-pollution, y compris sonore. Mais en revanche, quand on regarde le cycle de vie, on voit bien qu'il y a un sujet. Donc, mais qui dépasse Porsche, pour le coup. Qui dépasse totalement Porsche. Donc, en fait, si déjà, et c'est le point où je voulais en venir, si effectivement, à l'échelle de Porsche comme de tous les autres, on a cette part croissante de véhicules électriques, on se dit, bah, ça y est, ils ont compris la solution. Je rappelle que ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est que Mercedes et Daimler, eux, ont choisi une autre stratégie, qui est d'être dans la mobilité durable en investissant dans FreeNow, qui est donc la plateforme qui permet à toutes les grandes villes d'avoir toutes les mobilités durables électriques. Très honnêtement, d'un point de vue ESG, c'est cette stratégie-là qui semble beaucoup plus climato-compatible qu'une stratégie qui consisterait à électrifier tout un parc. Des Porsche partout en location dans toutes les villes. Et en sachant qu'en plus, on n'est pas sûr d'avoir le succès commercial. Non, pas sûr. Est-ce que cette IPO pose aussi, on l'a évoqué, mais différemment, des questions de bonne gouvernance? Les minoritaires n'ont aucun droit de vote. C'est quand même problématique pour les investisseurs. Alors, de façon générale, le track record en gouvernance de ce groupe est quand même très très mauvais, puisque il s'est avéré par exemple que le Dieselgate a été rendu possible par le mode de direction à Volkswagen, où en fait, en gros, le dirigeant décidait et personne n'avait le droit de s'y opposer. Mais rien n'a changé depuis ? Alors, on a une première phase qui avait l'air d'avoir un peu changé, mais celui qui vient de se faire débarquer avait le même type de direction. Donc, on a depuis le début une problématique de gouvernance, justement de gouvernance vis-à-vis des parties prenantes, c'est-à-dire de considérer à juste titre un peu tout le monde. Et du coup, très clairement, et c'est le cas aujourd'hui, Porsche, comme mieux que Volkswagen, mais quand même, a des dotations moyennes. Ce n'est pas une excellente valeur ESG, ce n'est pas une très mauvaise notation ESG. Enfin, il y a des alertes, et ces alertes, on verra bien dans les temps qui viennent, mais elles pourraient se transformer en vrai risque. Ouais, reste à voir si les indices ESG, je n'ai pas la réponse, vont intégrer Porsche ou pas d'ailleurs. Alors, en général, il y a un peu une inertie, il y a du temps. Donc là, effectivement, on verra comment les indices dédiés au développement durable vont le prendre. A priori, vu les notations, ça devrait, surtout si la courbe continue à monter, ça va être intéressant d'avoir une valeur qui a une note ESG neutre. Mais souvent, aujourd'hui, on a très peu de valeurs cotées qui ont des notations ESG extrêmement performantes. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Merci. Merci David. Ça vaut le coup, revient la semaine prochaine ici chez vous sur Boursorama.